Bonjour, ici Laurence Tran et bienvenue à votre web journal. Vous écoutez La Pige en direct. Les grèves se poursuivent dans le centre de la petite enfance du Québec pour cette 4e journée de mobilisation. Pas moins de 13 000 travailleurs et travailleuses ont manifesté leur mécontentement à travers la province. Olivier Kerr, vous étiez sur place ce matin. Malgré les négociations en cours, aucun terrain d'entente ne semble encore avoir été trouvé. Effectivement, la grève se poursuit dans 31 centres de la petite enfance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce matin, je me suis rendue à la place du Citoyen à Chicoutimi où une centaine de travailleurs-travailleuses s'étaient mobilisés pour demander l'amélioration des conditions de travail. Parmi les principales revendications, il y avait notamment la hausse de la rémunération pour améliorer l'attractivité du métier ou encore permettre une nouvelle relève, des mesures pour améliorer aussi la qualité des services pour les enfants et des accompagnements spécifiques selon les besoins particuliers. Des lettres ont également été déposées dans les municipalités et notamment une à Saguenay à la mairesse Julie Dufour pour qu'elle puisse appuyer en fait les demandes et faire pression sur le gouvernement. Le ras-le-bol était tel que certains manifestants, que certains grévistes ont également allumer des fumigènes devant les locaux de la CAQ. On exige des choses de nous et moins on a de soutien. On se sent délaissé et pas reconnu. C'est un métier de femme et souvent, malheureusement, c'est comme ça. Olivia, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? Eh bien, en fait, plusieurs scénarios sont envisageables. Tout dépendra de la décision qui va être prise normalement demain par les membres du syndicat concernant la nouvelle offre patronale. On vient d'avoir une nouvelle offre sur la table. Alors, les membres demain, dans notre 5e journée, vont avoir cette offre-là. On va présenter les offres patronales versus nos demandes. Puis après ça, on va devoir se positionner à savoir si on va plus loin dans la négociation, si on l'accepte. Mais le but, c'est d'aller chercher un mandat plus fort au niveau de la grève. Merci. Pas de profit sur la maladie, c'est ce que scandaient des travailleurs de la CSN ce matin devant la nouvelle clinique médicale privée Global MD à Alma. Emmanuel Virté-Lapointe était sur place. Emmanuel, que réclamaient les manifestants ce matin? Alors, la CSN était claire, elle demandait la fin d'octroi de permis aux cliniques privées, ainsi qu'on freine l'exode des médecins vers le privé, justement. Selon la CSN, les cliniques privées sont une menace pour le système de santé public, ainsi que pour l'égalité d'accès aux soins, aux services de santé. Cela a lieu au lendemain de la parution d'un sondage mené par le Collège des médecins, disant qu'au cours des 12 derniers mois, plus d'une personne sur 2 aurait été incapable de consulter un médecin alors qu'elle aurait souhaité le faire. La manifestation a lieu devant la nouvelle clinique Global MD à Alma, où les manifestants ont pu exprimer leur inquiétude et leur mécontentement par rapport à l'état du système de santé. Se faire opérer une hanche, c'est 25 000 $ au privé. Alors, on s'entend que si vous faites opérer au privé, si vous n'avez pas les moyens, vous devez prendre votre carte de crédit. C'est pas ça qu'on veut. Est-ce qu'on veut sortir un REER qui nous sert à la retraite? C'est pas ça qu'on veut. On s'est doté de ce service-là dans les années 70. Alors, on veut continuer de pouvoir avoir des services de santé publics pour tout le monde. Le privé en santé, c'est pas complémentaire, c'est un compétiteur. Moi, je vais vous poser une question. Ça fait 30 ans qu'on privatise au Québec. 30 ans. Est-ce que les listes d'attente pour les médecins de famille ont baissé? Non. Est-ce que les listes d'attente pour les chirurgies ont baissé? Non. Est-ce que le temps d'attente dans les urgences a baissé? Non. Mais on n'arrête pas, par exemple, de nous vendre que le privé, c'est donc bien beau, donc bien efficace, puis ça va tout régler. Mais ça ne le fait pas. Et Emmanuel, le propriétaire de la clinique Global MD, a réagi. Alors oui, pour le docteur Danny Maltais, propriétaire de la clinique, il n'est peut-être pas surpris, il comprend les inquiétudes du public par rapport aux cliniques privées. Toutefois, selon lui, ce ne serait pas une menace pour le système de santé. Il a ouvert sa nouvelle succursale, donc de la clinique Global MD à Alma, étant donné qu'il y avait une forte demande, selon lui, au Lac-Saint-Jean pour une clinique de services de soins de santé. Il pense que la population québécoise a besoin du privé pour garantir l'accessibilité aux soins de santé.
La masse que plus de 95% des médecins vont rester dans le réseau public parce que le système est fait comme ça. Puis c'est important, comme je le réitère, que d'avoir un système de santé qui est fort et accessible pour les régimes publics. Fait que, tu sais, quand on parle de système de santé, c'est pas privé versus public. C'est un système de santé, il y a deux réseaux complémentaires qui ne sont pas obligés d'être en opposition. Alors, toujours selon le docteur Danny Maltes, c'est pas nouveau d'être contre le privé, si on veut, alors que le Collège des médecins, justement, essaie de prendre des mesures, ou du moins d'avoir une discussion par rapport à la place du privé. Merci, Manuel. Après la pause, le service de police de Saguenay poursuit ses efforts de lutte contre la violence armée. 2 événements ont secoué la communauté en quelques jours seulement. Une fusillade à l'épicerie de La Terrière, des coups de feu à Shipsha. Le service de police de Saguenay veut rassurer la population à la suite des événements violents des derniers jours. Alice Méthode, les événements de samedi et lundi étaient encore une fois liés à la guerre des stupéfiants? Le SPS rappelle toutefois que de nombreux efforts sont faits pour prévenir ce type de violence qui est présentement en hausse sur le territoire. La police continue de patrouiller et est en constante discussion avec les autres villes afin de retrouver les suspects des coups de feu de Shipsha. Il est encore trop tôt dans l'enquête pour avoir de l'information sur le type d'informations sur le suspect et le deuxième véhicule est toujours recherché. La police soutient que le déploiement des policiers se fait toujours rapidement dans de telles circonstances et que la ville de Saguenay reste un endroit sécuritaire. Le service de police de Saguenay fait de l'excellent travail. On est très agile pour se déployer. Puis oui, on ménage pas les efforts, comme je me répète, mais c'est vraiment, on fait notre maximum. Puis les policiers sont très professionnels. Saguenay, c'est une ville sécuritaire. Les policiers sont là pour ça. S'ils ont de quoi, de nous le signaler. Puis on va intervenir là, à chaque fois. Alice, la population se sent-elle en sécurité face à l'augmentation de la violence? Certains m'ont mentionné que oui, mais d'autres sont plus inquiets. Les Saguenayens ne sont pas habitués que des situations de violence armée soient près d'eux. Des situations comme La Terrière et Shipsha, d'habitude, c'est plus dans des grandes villes comme Montréal. Donc oui, il y a des craintes à ce niveau-là. On peut écouter quelques citoyens sur la violence dans leur ville. Ça arrive trop souvent. Les lois sont trop molles. C'est des choses isolées. Non, moi, à Saguenay, je me sens en sécurité. Moi, je trouve qu'on se sent quand même globalement en sécurité. On est un peu dans la zone industrielle, notre zone commerciale de Chicoutimi. Je sais que ce coin-là, niveau sécurité, c'est bien. Donc en vrai, moi, pour l'instant, je me sens plutôt en sécurité. Pas tellement. Pas tellement, parce que moi, aussitôt qu'il fait noir, je ne sors plus, là. Totalement confiance envers nos autorités policières. Oui. En général, oui. Ils font quand même bien leur travail. Ils font ce qu'ils peuvent. D'après moi, ils font ce qu'ils peuvent. Ils n'ont pas toutes les informations. Merci, Alice. Merci. La Ville de Saguenay relance l'idée d'un projet environnemental sur le site de l'ancien dépotoir de La Terrière. Un appel d'intérêt a été lancé ce matin pour inviter les entreprises et promoteurs à soumettre des propositions de revalorisation. L'acceptabilité sociale sera le critère clé dans l'analyse des projets après le rejet d'un bioparc en 2021 face à l'opposition des citoyens. Les propositions devront aussi tenir compte de la torchère encore en activité qui brûle le méthane du site. La Ville promet de transférer l'investissement de 8 millions de dollars de 2021 au projet qui sera choisi. Les entreprises ont jusqu'au 16 avril pour soumettre leur projet. La subvention est encore existante. Est encore existante. Intransférable. Ce n'est pas attaché au lieu, c'est attaché au projet. Au niveau du bruit, au niveau des odeurs, on sait que ces endroits-là, c'est... Puis dans ce dossier-là, il fallait que ça soit proche d'énergie. Il y avait une particularité aussi, là. Les ménages les plus riches émettent 3 fois plus de gaz à effet de serre que les ménages les moins fortunés, d'après la presse. Les Québécois qui habitent en campagne ont aussi une empreinte plus élevée sur l'environnement. Le secteur des transports demeure le plus polluant au Québec, comme chaque année. Notons que la moitié des GES ressentis par l'Institut de la statistique du Québec proviennent d'autres provinces canadiennes et d'ailleurs dans le monde.
Une vingtaine de centres de services scolaires de la province ont accumulé près de 750 millions de dollars non dépensés qui étaient destinés à l'entretien des écoles. C'est ce que rapporte Le Devoir. Les organisations expliquent ce surplus par un manque de soumissionnaires à leur appel d'offres, mais aussi de ressources humaines. Le centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean accumule pour sa part un solde non investi dans ses écoles d'environ 32 millions de dollars. Ce sont 56 % des écoles secondaires au Québec qui sont considérées comme étant en mauvais état, selon les informations incluses dans le dernier budget du gouvernement provincial. Et Virginie, avec le printemps qui arrive, c'est aussi la saison de la crue des eaux du lac Saint-Jean qui commence. Oui, donc les équipes de Rio Tinto se préparent à la pointe de cette grande crue qui arrive autour du 17 avril à chaque année avec le dégel du lac Saint-Jean. Donc hier, elles ont procédé à l'ouverture des évacuateurs de la grande décharge à Alma. Elles invitent à la prudence autour des installations hydroélectriques des différentes rivières. Merci beaucoup, Virginie. L'hôpital de la Baie figure parmi les centres hospitaliers dont le taux de séjour de 10 jours et plus est le plus élevé au Québec. C'est ce que révèle la presse dans son récent portrait sur la congestion des hôpitaux. Alors que les centres hospitaliers de la province débordent, certains patients peinent à obtenir leur autorisation de sortie. Parmi les causes de cette congestion hospitalière, l'Association des médecins d'urgence du Québec montre du doigt les longs délais pour voir un professionnel. En vigueur depuis bientôt 2 mois, l'avis de non-consommation d'eau pour les femmes enceintes et les enfants de 12 ans et moins est toujours en vigueur à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Cette mesure a été mise en place en raison d'une concentration trop élevée en nitrate et en nitrite dans l'eau. La municipalité cherche toujours la source au problème. Des échantillons d'eau sont prélevés chaque semaine pour être analysés. Le maire de la municipalité affirme même travailler avec un allié de taille, les producteurs agricoles. Agronomes, on a des géologues, on a des personnes qui connaissent les sols, qui travaillent avec, on a la MRC aussi qui ont une personne au niveau des sols, qui travaille au niveau des sols. Fait que ces gens-là sont avec les producteurs agricoles, puis on est en train de faire le tour de la question. Le parc patrimonial Cyriac a procédé ce matin au lancement de la 2e campagne de financement pour la chapelle Saint-Cyriac située à Lac-Kenogami. David Veillette était sur place. David, l'organisation souhaite amasser 400 000 $ d'ici la fin de l'été. Effectivement, Laurence, ce montant permettra de préserver la préservation et la mise en valeur de ce site patrimonial. Rappelons que l'an dernier, il y a eu une campagne de financement, donc la phase 1 de 2, qui a permis à la chapelle d'accumuler 240 des 400 000 $ de leur objectif. Plusieurs élus étaient présents sur place, dont le député de Jonquière du Bloc québécois, Mario Simard, et le conseiller municipal Jimmy Bouchard, afin de montrer leur support à la communauté de Lac-Kenogami. M. Bouchard a profité de l'occasion pour faire une petite annonce aux citoyens qui étaient présents sur place. Il a mentionné que la rue de la Chapelle sera complètement remodelée durant les prochains mois ou dans la prochaine année, dû à son état qui était complètement misérable. Et tout ça a grandement plu aux citoyens qui étaient présents à la chapelle aujourd'hui. Le président du parc Cyriac est très confiant que la campagne sera un succès cette année. Très enthousiaste parce que cette année, on a un bon bout de chemin. On a eu de l'aide de Desjardins, de l'aide de l'ATR, on a notre gang de bénévoles, on a nos ambassadeurs qui ont fait un travail immense, la population qui répond. Puis on commence à se faire connaître. Ça fait qu'on croit que pour la phase 2, ça va être encore plus facile parce que là, la population nous connaît de plus en plus. David, quelles activités de financement sont prévues au courant des prochains mois? Eh bien, Laurence, 2 événements forts viendront supporter la collecte de fonds qu'il y a lieu cette année. Un tournoi de golf est prévu le 29 mai prochain au club de golf de Saguenay à Arvida. Quant à la deuxième activité, c'est un concert bénéfice qui vient tout juste d'être confirmé ce matin de l'ensemble Palade Musica, ayant la musicienne kénogamoise Jessie Dubé dans ses rangs. La présidente des concerts de la chapelle trouvait ça important d'avoir une représentante du lac Kenogami. C'est un bâtiment
patrimonial, OK? 1902, entre 1902 et 1904, là, la chapelle. Et tout le village Saint-Cyriaque qui est alentour ici, c'est important de faire connaître ce milieu-là sur le plan touristique, mais sur le plan aussi de le social, et tout s'organise plus facilement dans une petite communauté. Au revoir. Ça bourdonne dans les locaux du Festival Regard alors que l'équipe finalise les derniers préparatifs. Dès demain, le Festival international du court-métrage entamera sa 29e édition avec 200 films en compétition provenant de 65 pays. Cette année, 2 nouveaux lieux s'ajoutent à l'expérience, le QG sur la rue du Havre, qui ouvre pour la première fois ses portes au public avec un bar festif, et le Pigeonnier, où se tiendront gratuitement des activités professionnelles gratuites et pour tous dès jeudi. Avec une forte représentation québécoise, 90 films sur 200, le festival met en lumière le talent d'ici, une sélection qui s'est imposée d'elle-même. Nous, on s'est pas assis au mois de septembre dernier en se disant, là, cette année, on met plus de films québécois. C'est vraiment la proposition qu'on a eue dans notre appel de films qui a fait en sorte que les films québécois là, sont aussi bons que les films internationaux et même parfois, je dirais, plus. On n'a pas fait d'effort pour ça. Ça s'est fait naturellement parce que les films québécois sont excellents. Lundi marquait le début de la toute première édition de la semaine de prévention à la violence et l'intimidation. Le Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire Saguenay-Lac-Saint-Jean profite de l'occasion pour faire le lien entre l'intimidation et le décrochage scolaire. Léo Hudon, pourquoi cette semaine est-elle importante pour le CREPA? Parce que cette semaine a pour objectif de favoriser la réussite chez les jeunes et c'est exactement la mission qu'a CREPA. Et je me suis entretenu avec l'agente aux communications au CREPA, Marie-Noëlle Potvin, et elle m'a expliqué justement que le milieu scolaire est un milieu déterminant pour la réussite chez les jeunes étudiants. Et elle rappelle aussi l'essentiel, hein, on le sait, les écoles sont des endroits propices à l'intimidation et à la violence. Et on observe aussi plusieurs méfaits que peuvent avoir les étudiants qui se font intimider, qui va directement affecter leur réussite, comme justement le stress, le manque de sommeil ou de la difficulté à dormir, un haut taux d'absentéisme et même la dépression. Et Mademoiselle Potvin aussi fait mention que les intimidateurs ont même un impact sur leur propre réussite. Puis on parle, oui, des gens qui subissent l'intimidation, mais c'est pas plus rose pour la personne qui en fait subir aussi. Donc, cette personne-là, souvent, va avoir un désengagement par rapport à son parcours scolaire, va tendance à mettre un petit peu le trouble dans sa classe ou dans certains milieux de vie à l'école. Donc, il va avoir des répercussions. Léo, c'est aussi la semaine québécoise de la déficience intellectuelle et la semaine de célébration de la neurodiversité. Y a-t-il un lien entre ces 3 événements? Oui et non, parce que ces 2 semaines-là ont pour but de célébrer ces personnes-là, mais la semaine de prévention à la violence et à l'intimidation fait parfaitement le lien avec le fait d'accepter ces élèves-là avec leurs différences. Et la présidente du comité consultatif du Centre de services scolaires des Rives du Saguenay rappelle la présence importante de ces élèves dans les écoles et des journées spéciales sont même organisées pour eux. Et on mentionne aussi que ces élèves-là sont très bien entourés afin que justement ils ne soient pas intimidés. Bien, c'est certain qu'il y a vraiment des équipes aussi qui encadrent là, tous ces jeunes-là. Donc, s'il y a des choses comme ça, bien, on va les accompagner justement des intervenants, puis les directions et tout ça, les parents. Alors, tout le monde est généralement d'équipe là, pour les aider à ce que ça n'arrive pas. Dans le cadre de la semaine de la prévention à la violence et à l'intimidation, on cible chaque jour des personnes différentes. Donc aujourd'hui, on ciblait les jeunes. On ciblait le personnel et demain, on va cibler les jeunes. Jeudi, on ciblera les parents et finalement, vendredi, on va terminer en ciblant la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean en général. Merci Léo. Merci. Alors que le Parti québécois a signé une victoire convaincante hier lors de l'élection partielle dans Terrebonne, les péquistes de la région anticipent qu'une vague bleue pourrait balayer le Saguenay-Lac-Saint-Jean aux prochaines élections générales.
C'est une victoire écrasante pour la candidate de la formation souverainiste Catherine Gentilcore, qui a obtenu près de 53 % des voix. Elle devient la 5e députée du Parti québécois et récupère ainsi un bastion que la formation politique avait perdu aux mains de la coalition Avenir Québec en 2018. Pensez-vous que votre voix est représentée à l'Assemblée nationale ou la voix de l'Assemblée nationale est représentée dans le comté? À se poser cette question-là, je pense qu'il y en a beaucoup de gens justement à Terrebonne qui se sont posés cette question-là puis se sont dit justement, ben c'est assez aussi. L'inflation a augmenté le mois dernier au Canada, passant de 1,9 % en janvier à 2,6 % en février. La fin du congé de TPS à la mi-février du gouvernement de Justin Trudeau serait à l'origine de cette augmentation. Aucune province n'a été épargnée par la hausse, mais le Québec reste tout de même l'une des provinces les moins touchées au pays, avec 2 % d'inflation en plus. Les coûts de l'essence et de l'habitation sont ceux qui ont le plus bondi parmi tous les secteurs d'activité économique. La ville de Saguenay et les 4 MRC de la région injectent 250 000 $ dans un fonds pour aider les entreprises régionales face aux menaces de tarifs américains. L'objectif des promoteurs de fonds est 1 million de dollars selon ce que rapporte le quotidien. L'aide gouvernementale et le soutien de grandes entreprises comme Rio Tinto permettraient aux entreprises d'avoir suffisamment d'aide pour centrer la guerre commerciale annoncée par Donald Trump. La façon exacte de financer les entreprises à l'aide de l'argent amassé n'est toutefois pas encore définie clairement. À la météo maintenant, Virginie, est-ce que c'est enfin le temps de sortir nos manteaux de printemps de la garde-robe? Définitivement, Laurence, on peut sentir le printemps qui revient. Et c'est jeudi, le jour J, l'équinoxe du printemps. Après un long hiver, ça fait du bien ce redoux. On parle en ce moment de moins 1 degré à Saguenay, ressenti moins 7. Sous un ciel couvert, on voit quand même un petit soleil qui pointe le bout de son nez. Ce sera aussi doux en soirée au courant de la nuit avec des températures entre moins 3 et moins 6 degrés. On va voir des averses de neige intermittentes qui se calmeront autour de 3 heures demain matin. À Alma, c'est également nuageux. Il fait présentement moins 4 degrés, ressenti moins 8. Et il neige par intermittence jusqu'en soirée. Cette nuit, le mercure va chuter à moins 5 degrés sous un ciel partiellement nuageux. Au courant de la semaine à Saguenay, les températures seront clémentes avec des maximums qui seront généralement au-dessus du 0. Jeudi, soit le jour J, on va atteindre des températures jusqu'à 12 degrés avec une alternance soleil-nuage. Pour ce qui en est d'Alma, c'est un 11 degrés qui est prévu pour le jour de l'équinoxe. On voit moins d'ensoleillement au courant de la semaine et davantage d'averses de neige avant le grand retour du soleil dimanche et pour le début de la semaine prochaine. Merci Virginie. C'est ce qui complète cette édition de la Pige en direct. Merci d'avoir été avec nous et bonne soirée.